Bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Hebdo, votre référence en actualité estivale sur les ondes de TVBL. Mon nom est Héloïse Lagacé et je suis votre animatrice. Ce soir à l'émission, on découvre la première édition du Village en Blanc de Sainte-Thérèse, soirée aux saveurs de gastronomie locale. On sera ensuite à Mirabel pour l'édition 2025 du Festival Nord de Rire qui présentait plusieurs célébrités humoristiques québécoises. À Sainte-Thérèse, la finale des Jeux du Québec de 2026, qui aura lieu à Blainville, propose un tournoi de balles de nez comme toute première activité de financement. Saint-Jérôme, en collaboration avec le Théâtre Gilles Vigneault, présente la toute première édition du Festival Lumière. Finalement, Alexis propose aux jeunes plusieurs avenues pour s'impliquer en environnement. Bonne émission! Le 10 juillet dernier avait lieu la toute première édition du Village en Blanc de Sainte-Thérèse, organisée par la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville. Au menu, l'offre gourmande du village de Sainte-Thérèse. On est au Village en Blanc aujourd'hui parce qu'on veut mettre de l'avant les restaurateurs du village de Sainte-Thérèse. On a vraiment une belle offre, puis c'est parti d'une idée du comité village de Sainte-Thérèse qui est composé d'entrepreneurs bénévoles du village de Sainte-Thérèse. Puis dans le fond, c'était vraiment pour miser sur l'achat local, mettre de l'avant les petites entreprises d'ici, les restaurateurs. Et on a une belle offre gourmande, très, très diversifiée aussi. Donc, on voulait vraiment mettre de l'avant la culture gastronomique locale. Donc, les gens, là, ils pouvaient acheter un billet puis choisir à l'avance le repas qu'ils voulaient mettre de l'avant. Donc, peu importe avec qui tu es assis, tu peux manger un restaurant, puis l'autre va choisir un autre restaurant. Donc, ça fait vraiment découvrir chacun des restaurants de la région. Les restaurants qui sont ici ce soir, on a le Café Éden, le Campagna, le 2, la Prohibition, les Allumés, le Pomme frite et le Pois mange-tout. Donc, une offre vraiment variée pour plaire à tous les goûts d'ici. On s'est inspiré des plus grands rassemblements parce qu'on sait que ça fonctionne partout dans le monde, là, des grands rassemblements en blanc, même quand on va dans le sud, il y a toute une soirée thématique blanc chic. Donc, on voulait vraiment une soirée chic, élégante, sous chapiteau. On voulait que les gens s'y mettent sur leur 31 pour célébrer aussi la gastronomie locale. Mais on l'a vraiment adapté à notre manière parce qu'habituellement, les dîners en blanc de ce monde, les gens doivent amener leur table, leur nappe, leur décor, etc. et leur repas. Donc, nous, on voulait vraiment faire un clé en main pour que les gens aillent simplement à s'habiller en blanc, venir sur place puis que tout soit déjà clé en main pour eux, là. On va avoir 3 événements musicaux là, durant la soirée. Donc, restez à l'affût, là, ça va être énergique. On a une animation géniale là, pendant notre soirée. Donc, les convives, oui, ils vont manger, mais ça va être beaucoup plus que ça. C'est un événement, c'est une soirée exceptionnelle qu'ils vont avoir. J'ai grandi en restauration avec mes parents. À un moment donné, j'avais le goût de partir à mon compte, faire mes choses. Donc, je viens d'une famille d'entrepreneurs. J'ai développé l'idée du traiteur avec ça. Quand j'ai débuté, c'était vraiment du menu corporatif, plus du style boîte à lunch. Puis avec le temps, ça a évolué. Donc, on fait autant de la petite sandwich pas de croûte que du sandwich un peu plus haut de gamme. On fait des menus chauds, menus froids, plein de sortes de salades. On fournit aussi beaucoup de restaurants en salade. On a diversifié notre offre avec le temps. C'est vraiment le fun parce que moi, je vis pas du village de Sainte-Thérèse. J'exporte mon expertise ailleurs. Donc, de faire quelque chose puis que les gens viennent dans le village, que les gens viennent consommer, viennent découvrir qu'est-ce qu'on offre, pour moi, c'est vraiment le fun, même si j'en vis pas. Fait que je suis content pour tous mes collègues qui ont des restaurants ici puis qui développent puis qu'on a réussi notre première édition à être sold out la première année. Je trouve ça génial. Je suis vraiment satisfait. On a été les premiers à être sold out au départ. Fait que c'était vraiment le fun. Je suis vraiment content parce qu'on a vendu plus qu'on pensait. C'est tout le temps une petite nervosité de savoir est-ce qu'on va être choisi. Le fait que les gens nous connaissent pas, ils n'ont pas vraiment nécessairement goûté à ce qu'on fait. Mais le menu avait l'air alléchant, fait que je suis vraiment content. Je souhaite prendre ma retraite. Puis j'ai une grande fille qui étudie en événementiel, fait que je suis vraiment content. Elle s'implique de plus en plus. Elle est là ce soir, elle participe à l'événement, puis elle est full contente d'être là. Fait que je suis vraiment content. Si elle peut reprendre les rênes puis qu'il continue un autre 20 ans, ça va être merveilleux pour moi. C'est notre première édition, puis on affiche complet. Donc, c'est vraiment magique d'être complet la première édition. Pour nous, ça nous
ça nous démontre que l'idée était bonne puis que les gens embarquent dans cette idée-là. Puis encore ce matin, on nous demandait là, d'avoir des billets. Donc, on est content de voir l'engouement là, que ça a créé, là, autant chez les citoyens que le côté corporatif également. Là. Donc, on est content. On a vraiment une belle diversité gastronomique dans le village de Sainte-Thérèse. Donc, pour nous, c'est important de miser là-dessus, d'encourager les restaurateurs locaux, puis de vraiment miser sur la diversité, puis d'aller à la rencontre. Ils sont chaleureux, sont là pour vous. Voilà, vous n'allez pas être déçus. C'est sûr que pour les prochaines éditions, un engouement aussi grand que celui de cette année, une belle météo, parce que c'est sûr qu'on aime ça quand il fait beau, puis des gens qui sont heureux, puis qu'on ne peut pas être heureux quand on est dans un événement comme ça. Donc, juste une belle soirée conviviale et festive. Je me trouve actuellement au complexe Val d'Espoir à Mirabel pour l'édition 2025 du Festival Nord de Rire, festival humoristique qui cette année regroupe plusieurs grands noms de l'humour au Québec, soit Catherine Levac, Christine Morancy, Arnaud Soli, Rosalie Vaillancourt et plusieurs autres. Bref, l'humour est au rendez-vous. C'est un rendez-vous annuel ici à Mirabel. Donc, une fois par année, on travaille fort pour créer vraiment un festival d'humour dans la région des Laurentides, plus précisément à Mirabel. Donc, le festival est né en 2018 à Saint-Jérôme. 2018-2019, ça s'est passé à Saint-Jérôme. Par la suite, il y a eu la pandémie. Par la suite, on a réorienté notre festival et on l'a amené dans la magnifique ville de Mirabel, qui est un peu la porte d'entrée des Laurentides. Parlez-moi un peu des artistes cette année qui sont présents. Grosse brochette d'invités. Jeudi, on avait le podcast Couple ouvert avec Thomas Levac et Stéphanie Vandelac. Hier, on avait le gala Brahms animé par Stéphane Fallu avec Joe Cormier, Patrick Gros, Catherine Levac, Jean-François Mercier. On a une ambiance musicale qui va commencer à 18h15 pour que les gens arrivent et qu'on s'entre dans une ambiance festive et musicale. Et ce soir, on poursuit avec Arnaud Soli, Rosalie Vaillancourt, Christine Morancy. Ensuite, suivi du Jam à Morgan, qui est une formule un peu humoristique de musique où d'autres artistes invités viennent. Mon concept pour ce soir, c'est un concept que je répète dans plein de festivals. J'invite des humoristes à venir, le temps d'une soirée, devenir des rockstars, faire 2-3 tunes de leur choix avec mon band, puis on fout le party dans la place. On les sort de leur zone de confort. On sort aussi le public de leur zone de confort, parce que c'est la première fois qu'ils vont voir, exemple, ce soir, une Christine Morancy chanter Piano Man. Ça va être vraiment un beau party. Moi, c'est une idée qui est venue à la base du fait que j'ai un projet qui s'appelle Jam ton top 3, où c'est un podcast hybride show YouTube où j'ai des invités qui viennent faire 3 tunes de leur choix, mais on prend le temps de jaser avec eux de ce qu'ils aiment musicalement. J'ai plus de 60 épisodes, je pense, en ligne sur YouTube. Puis là, il y a un moment donné, on s'est dit dans les dernières années, pourquoi pas amener ce concept-là dans les festivals. Puis c'est ce qu'on fait déjà depuis 3 ans. Aujourd'hui, on avait une journée familiale. Vous êtes arrivé un peu dans le démontage. Donc, on avait 15 jeux gonflables, clown, magicien, mascotte, maquillage. Pour les familles, c'était une activité gratuite qu'on offrait aux citoyens de Mirabel, évidemment. Avant, on était un festival d'humour qui était gratuit. Donc, pour la première année, cette année, on est un festival payant. Donc, c'est sûr qu'on a eu moins de monde un petit peu cette année, mais on repart la machine. Donc, d'année en année, le festival va grandir, va grossir. Par contre, j'aimerais préciser qu'il y a d'autres festivals qui chargent, mettons, un prix quand même exorbitant. Nous, on est quand même très raisonnable dans nos prix. Donc, ce soir, pour 40 $, vous avez Christine Morancy, Rosalie Vaillancourt, Arnaud Soli. Et vous avez le Jam à Morgan ensuite de ça. La vie coûte quand même cher, puis on essaie justement d'être conscient de ça aussi. C'est quoi l'incontournable, selon vous, pour cette fin de semaine? C'est à soir carrément. Là. En fait, ça commençait jeudi, ça se finit samedi. Parce que demain, on est en démontage, nous autres. Là. Moi, j'ai été humoriste pendant 5 ans. Donc, j'ai fait la tournée, j'ai fait les festivals, puis je me rendais compte qu'il n'y en avait pas dans mon coin de pays, c'est-à-dire chez nous. Donc, puis là, j'ai fait caler comment ça qu'il n'y en a pas. Et tous mes amis partaient des podcasts à l'époque. J'ai fait crime, je vais repartir à un festival. Je me suis rendu compte que c'était plus compliqué que je pensais. Là. Moi, être bien honnête avec toi, là, les commandites, les subventions, monter la coordination, le marketing, les artistes, booker, etc., la technique, très complexe. Et donc, c'est parti de cette idée-là, juste à être différent. Il y a aussi tout le temps des festivals musicaux. De musique, il y en a beaucoup au Québec, mais des festivals d'humour, il n'y en a pas tant que ça, on va se le dire. Là. Et l'humour, c'est ce qui rejoint plus les gens aussi. Hein, on ne se le cachera pas. C'est ce qui rejoint tout le monde. Tout le monde aime rire dans la vie. Puis on est dans une période où ce que les gens ont quand même besoin de rire présentement aussi avec tout ce qu'on vit.
Qu'est-ce qu'on souhaite pour les prochaines années de ce festival-là? On souhaite de sortir du trou. Non, c'est pas vrai, c'est une joke, mais on souhaite tranquillement d'être capable de grossir ça. Puis que ça devienne un lieu emblématique de l'humour ici à Mirabel, au complexe du Val d'Espoir, et que les gens soient là d'année en année. Que ce soit un rendez-vous annuel d'humour, où on vient se rassembler, on rit, on a du plaisir, on a du fun, et de grossir ça tranquillement. J'aimerais remercier tous les partenaires, entre autres la Ville de Mirabel, qui est mon partenaire officiel aussi, mon équipe, qui est bien important aussi. Sans eux, je serais rien. À un moment donné, t'as beau avoir une idée, mais ça se fait pas tout seul. On va se dire les vraies affaires. Michael Cassidy-Robert, mon chef de la direction de la coordination. Éric Vizina, mon vice-président et directeur marketing. Sans eux autres, en partant, il n'y aurait pas de festival, pour être très humble. Donc, je suis le fondateur, mais je ne prends pas le crédit nécessairement à moi. Je le partage avec mes collègues, mes partenaires, les bénévoles aussi, tous les gens qui croient au projet, qui vont faire en sorte que ça va grossir d'année en année. J'ai des amis comme le Bloody César, le Malin César, le Balthazar qui viennent nous aider, Dieu du ciel qui sont importants. Ma copine qui s'occupe de l'entrée. Là, à un moment donné, un projet comme ça grossit tranquillement, mais on va s'en rappeler dans une couple d'années. Bon, on a commencé là, puis là, on est rendu là. Et c'est ça qui va arriver, parce qu'on travaille fort, on y croit, et on aime rire. Vous allez le manquer, ceux qui ne sont pas venus l'année prochaine. Mais ben voilà, mais on est très, très excités. Le 12 juillet dernier avait lieu un tournoi amical de balles données organisé par la finale des Jeux du Québec de Blainville 2026 qui aura lieu du 27 février au 7 mars prochain. TVBL était sur place pour cette activité de financement. Aujourd'hui, on est ici pour un tournoi de balles données au profit de la 60e finale des Jeux du Québec. Donc, c'est un de nos événements de levée de fonds en vue de la finale qui a lieu le 27 février prochain, là, en 2026. Donc, on a plusieurs événements de levée de fonds qu'on doit faire pour atteindre notre objectif financier et ça, c'en est un aujourd'hui. On cherchait un sport qui rassemblait. Fait que c'est un sport, une ambiance festive, sportive. Ça nous sert aussi d'une pratique d'équipe. Nous, on fait un événement, on va avoir un événement sur plusieurs jours. Fait qu'aujourd'hui, ça nous sert aussi de pratique. Mais c'est un beau sport d'été qu'on peut. On est chanceux d'avoir l'été pour faire des levées de fonds. Fait que je pense que c'était ça un peu derrière l'idée d'avoir un tournoi de balles données. On a présentement une loto-voyage qui est en cours. Donc, on fait tirer plusieurs prix. Et le tirage va se passer au 100 jours des Jeux, donc le 29 novembre. Donc, ça, c'est une belle loto. On peut acheter les billets en ligne sur notre site Internet. Sinon, récemment, là, on a eu un spectacle avec Alexandre Barrette et ses invités, donc un beau spectacle d'humoristes. On essaie vraiment d'aller cibler des événements qui vont toucher plusieurs clientèles, plusieurs personnes, que ça soit très différent, très varié. Puis là, le prochain gros événement qui s'en vient, en fait, on présente le défi par équipe du demi-marathon de Blainville qui se déroule en début septembre. Donc, c'est un défi, là, les équipes peuvent s'inscrire en groupe de 2 à 10 personnes pour courir un 10 km. Et tous les profits vont aller là, à la finale des Jeux du Québec. Au niveau des Jeux, là, on a une plus grande équipe depuis quelques mois. L'été va nous servir un peu de dernier sprint avant la dernière phase. Fait que là, on est un petit peu plus mollo, mais en septembre, on va embrayer, on va passer à la 3e vitesse. Puis c'est là qu'on va être en préparation jusqu'à nos Jeux, parce qu'en ce moment, il va y avoir les Jeux à la fin du mois à Trois-Rivières. Fait qu'une fois que le focus va être enlevé de Trois-Rivières, ça va être sur nous. Fait que là, c'est là qu'on va sentir le spotlight, puis on va rouler. Fait que c'est pas mal ça pour l'instant. Ça va être quand même une certaine surprise, tout dépendamment de comment va la journée. C'est sûr qu'on a nos équipes d'inscrites, mais on a aussi une cantine en place. On va avoir un moitié-moitié aussi au courant de la journée. Fait qu'on espère que ça va nous rapporter quand même quelques milliers de dollars si tout se passe bien et que les gens sont au rendez-vous. Mais pour le moment, ça va bien. On a 12 équipes d'inscrites, donc c'est vraiment ça notre objectif. C'était le maximum qu'on pouvait aller. Fait qu'on a vraiment réussi à recruter nos équipes. Je pense qu'on n'était pas surpris, mais on était vraiment satisfait d'avoir toutes les équipes inscrites, que tout le monde réponde à l'appel. Puis on est vraiment chanceux aujourd'hui avec la belle journée, la chaleur. On espère que les personnes vont venir à la cantine, vont donner pour le moitié-moitié. Mais sinon, c'est ça, comme Alicia l'a bien expliqué, avec les prix de base d'inscription, ça nous fait déjà un revenu. Puis le reste, on verra à la fin de la journée. On pourra t'en dire plus d'ici la fin. 2500 bénévoles, c'est énorme, c'est un défi de taille, mais je pense qu'on va y arriver parce que justement là, on est une belle équipe pour y arriver. Si je peux ajouter au niveau sportif, on essaie de donner une expérience inoubliable pour les jeunes, autant les entraîneurs, les accompagnateurs. Quelque chose on va souvent se fier un peu sur
l'ambiance des Jeux olympiques, à quel point c'est impressionnant pour les athlètes et tout le monde. Fait qu'au niveau sportif, ça va être vraiment de leur offrir un effet wow sur le plus de sport possible, sur les plateaux, les petits détails, etc. Puis, tu sais, les Jeux, c'est vraiment une ambiance d'équipe pour chaque région. Ils se tiennent vraiment serrés. Fait que pour eux, c'est important aussi d'être rassemblés puis d'avoir cette chance-là de prouver leur couleur, de montrer leur couleur. C'est quand même une région qui est comme un centre pour plein de personnes. T'sais, on a beaucoup de régions administratives du Québec qui vont être rassemblées. Donc, je pense que pour plusieurs athlètes, ils vont avoir beaucoup de leur entourage qui sont là, versus certaines finales qui se passent beaucoup plus loin. Dans des régions plus éloignées, ben tu pars tout seul. C'est vraiment une belle expérience. Mais là, je pense que d'avoir comme plus de monde pour être autour d'eux, ça va être quand même quelque chose de rassembleur. Puis, Blainville, c'est quand même une grosse ville dans la région des Laurentides. Fait que c'est le fun d'accueillir ça ici. Les 11 et 12 juillet dernier avait lieu la toute première édition du Festival Lumière, organisé par la Ville de Saint-Jérôme et le Théâtre Gilles Vigneault. Danse, musique et même art lumineux, bref, il y en avait pour tous les goûts. Pour moi, le Festival Lumière, ça va sortir Saint-Jérôme-de-l'Ombre, parce qu'on va se distinguer avec quelque chose qui est totalement nouveau, parce que c'est une première mondiale de faire des projections sur nos édifices municipaux, mais également d'avoir des activités diverses dans, évidemment, le Parc du Curé-Labelle, mais aussi avec des artistes de renom qui, on l'espère, vont attirer une clientèle autant de la Rive-Nord, mais aussi de la Rive-Sud de Montréal, peut-être même mondialement. L'idée d'un partenariat avec la Ville et le Théâtre Gilles Vigneault, c'est une idée extraordinaire. C'est un partenariat unique, mais l'idée vient évidemment de l'équipe de Guy Chevrier, le directeur général du Théâtre Gilles Vigneault. Marc Boursier, notre maire, dans sa grande générosité, a indiqué que l'idée venait du Théâtre Gilles Vigneault et tout ça, mais à l'origine, c'est l'équipe de la culture et des loisirs de la Ville qui m'a approché pour me dire on souhaite faire un événement majeur. On a voulu ne pas se contraindre dans une thématique particulière pour être obligé de faire toujours la même discipline artistique ou toujours dans une thématique qui se répète d'une année à l'autre. Ce qu'on va présenter comme proposition artistique cette année et les prochaines, en espérant qu'il y en aura d'autres, va pouvoir se déployer sur différentes disciplines. Parce que l'écrin dans lequel se dépose le festival, c'est la lumière. On va illuminer l'Hôtel de Ville, le Théâtre Gilles Vigneault et le Parc Labelle, ainsi que la Maison de la Culture Henri Grignon. Ce sont des projections particulières faites par des artistes qui vont être évidemment approchés sur les édifices municipaux de Saint-Jérôme. Pour nous, ce fut une agréable surprise d'entendre M. Chevrier nous présenter son idée. Ce que ça représente de faire la direction artistique de ce projet-là, c'est exactement ce que représente le festival. C'est le besoin, le désir, le bouillonnement des gens. Moi, je pense que la région va exploser dans le sens le plus positif du terme parce qu'il y a quelque chose qui se passe ici qui, je ne sais pas si ça se passe ailleurs, mais en tout cas, ici, on le sent très, très fort. Il y a un bel avenir devant nous. Le festival se veut une expérience immersive, bien au-delà de la présentation d'activités culturelles. Il y a ça, mais on veut que les gens le vivent de l'intérieur. C'est pour ça qu'on a créé l'écrin de lumière, entre autres au Parc Labelle, pour qu'il y ait un endroit un peu plus zen, avec des prestations vraiment intéressantes où les gens peuvent s'imprégner du lieu et de la proposition artistique. Tandis qu'ici, à la place des festivités, où ça va brasser un petit peu plus avec les artistes qu'on a, avec une grande scène, on a décidé de ne pas juste avoir de la lumière qui vient de la scène, mais aussi d'éclairer, d'enrober le public qui va se retrouver entre l'Hôtel de Ville puis le Théâtre Gilles Vigneault à regarder la scène. Le spectacle lumineux qui accompagne les artistes habituellement va se décupler par les effets de lumière qu'on va faire sur le Théâtre Gilles Vigneault et sur l'Hôtel de Ville. Une idée particulière, justement, de mettre Saint-Jérôme en évidence à travers un événement qui, évidemment, combine des ajouts artistiques, mais aussi des ajouts musicaux, des ajouts visuels, et qui est vraiment unique. Le crédit revient à M. Chevrier, justement, et son équipe d'avoir, premièrement, préparé tout ça et de l'avoir soumis à une commission des loisirs auquel j'assistais. Et c'était
applaudi unanimement cette idée, ce projet. Alors, on a bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, mais d'ores et déjà, je peux vous dire que ce sera un succès. Chaque proposition est marquante à notre avis. Ce sont des propositions différentes, c'est ça la beauté de la chose. Alicia Moffett attire beaucoup plus la jeune génération. On espère que les plus vieux vont venir. Daniel Bélanger, il couvre toutes les générations. Fait que ça, c'est extraordinaire. On a des artistes multidisciplinaires au Parc Labelle. On a des artistes de la chanson. On a des projections lumineuses. Ce qu'on a voulu faire aussi, c'est s'assurer que les amoureux fous de la culture puissent être en mesure de voir pratiquement toutes les propositions artistiques qu'on fait pendant le festival en organisant un horaire qui permet aux gens d'arriver, de venir voir le spectacle au Théâtre Jules Vigneault, de sortir à l'extérieur, d'aller faire un tour au Parc Labelle, de regarder la fresque lumineuse et de revenir pour le grand spectacle à la place des festivités ou dans l'autre sens. Les spectacles démarrent pas tous à la même heure pour permettre ça. Alors, quelqu'un peut s'abreuver de culture et d'espoir et de lumière pendant les 2 journées. Je pense que tout le monde ici souhaite que le festival puisse être périn, revenir année après année et s'améliorer, grandir, aller plus loin dans la région, s'étendre un peu plus dans Saint-Jérôme, mettre de l'avant d'autres lieux patrimoniaux, intégrer la culture et la fête dans la tête et le cœur des gens. Alors, l'objectif, c'est de continuer. Oui, il y a des gens qui vont venir y assister, venir voir ça, mais que ça fasse de Saint-Jérôme une destination spectacle où il y a cette particularité-là, cette empreinte-là particulière qui sera faite par, justement, le Théâtre Jules Vigneault, mais aussi la collaboration avec la Ville de Saint-Jérôme. C'est un gros plus qui s'ajoute à la programmation des estivales annuelles, où justement, il y a plein de spectacles à l'amphithéâtre, des activités ludiques un peu partout. Mais les gens ici à Saint-Jérôme, ils ont le goût de se rassembler, de faire des activités ensemble. C'est l'été, on a le goût de festoyer et ce Festival Lumière-là vient s'ajouter à une panoplie d'événements municipaux dont on est très fiers. C'est un complément parfait et on espère que les gens vont venir voir ça et j'espère qu'on fera toute la lumière sur la qualité de ce festival-là, le Festival Lumière de Saint-Jérôme. Alexis, de quoi tu nous parles cette semaine? J'ai décidé de venir vous parler des luttes et des actions contre le changement climatique que peuvent poser les jeunes au quotidien, à leur école, chez eux, à la maison, dans le quartier. Bref, il y a beaucoup d'actions qu'ils peuvent poser, de projets dans lesquels ils peuvent s'impliquer pour faire une différence. On sait que c'est un sujet qui est très d'actualité. C'est quelque chose qui touche les jeunes, évidemment, qui va vous toucher beaucoup dans le futur aussi. Justement, c'est quoi les gestes qu'ils peuvent poser pour contrer ça? Globalement, il y en a beaucoup, mais simplement, à la maison, on peut penser au compostage, au recyclage, à la réutilisation des objets, éviter la surconsommation, réutiliser les vieux objets. Bref, c'est nombreux et ça, c'est des gestes assez simples qui peuvent être posés, mais s'ils ont une conscience environnementale encore plus développée et limite de l'éco-anxiété qui peut très bien arriver chez des jeunes quand on est soumis à des nouvelles très négatives sur le climat. Mais bref, s'ils veulent s'engager plus dans leurs écoles, il y a souvent des projets qui existent pour pousser les jeunes à notamment sensibiliser d'autres jeunes, à créer des projets qui veulent protéger l'environnement, ramasser des déchets, nettoyer une cour d'école, restaurer un milieu vert, installer une forêt dans la cour, littéralement, pour capter le CO2. Bref, il y a beaucoup de projets qui peuvent être faits dans un milieu scolaire et je pense que c'est un excellent endroit pour développer sa conscience environnementale. Je suis engagée dans beaucoup de projets dans mon école. Je dirais que c'est vraiment ça qui m'a mis sur la piste de l'environnement, d'être sensibilisé, d'être éduqué là-dessus pour pouvoir, quand je vais être plus vieux, être beaucoup plus réactif là-dessus et justement faire une différence quand on est jeune. Oui, on peut en faire une et c'est à petite échelle que ça se fait dans chaque école, dans chaque région. Donc oui, je pense qu'il y a beaucoup d'actions qui peuvent être faites. Et dans les quartiers aussi, il y a beaucoup de projets qui peuvent exister, comme ramassage de déchets, je le renomme, mais c'est très important de dépolluer des milieux de vie publique. Ça peut beaucoup aider. Les rivières, ils peuvent être beaucoup polluées. On peut ramasser les déchets. Et aussi, à l'échelle québécoise maintenant, et canadienne bien sûr, mais à l'échelle québécoise, il y a beaucoup d'organismes jeunesse en environnement et dans plein d'autres sujets qui existent pour aider les jeunes à faire une différence et qui ont des fois et parfois une envergure nationale. Je pense à la Fondation Monique Fitzbach qui existe, au mouvement Jeunesse Acte. Bref, c'est des projets qui prennent les jeunes de partout au Québec pour les aider à faire une différence, les amener à mieux faire les choses dans leur communauté.
c'est très inspirant, disons. Oui, puis tu mentionnais justement le fait que même dans les écoles, ils peuvent s'impliquer justement. Quel genre d'initiative existe dans les écoles ou quel genre de projet existe pour permettre aux jeunes de s'impliquer dans des causes environnementales? Je pense qu'un projet qui est pas mal répandu dans les écoles, notamment du mouvement ACT, qui est dans le fond un mouvement qui regroupe beaucoup de corps professoraux de plusieurs écoles du Québec, qui permet justement de lancer des projets plus facilement et d'aider les membres du personnel à mettre en place des projets. On peut parler de comités verts, de comités responsables environnement, bref. Il y en a beaucoup. Ils ont tous des noms différents, souvent dépendant d'une école, mais ils ont pas mal la même mission, éduquer, sensibiliser et faire une action pour lutter contre le changement climatique. Et justement, tout à l'heure, tu mentionnais le concept d'éco-anxiété. En fait, évidemment que les enjeux environnementaux touchent beaucoup les jeunes. Et comment ça transparaît, mettons, autour de toi, chez les jeunes? Comment ça les affecte? Comment les jeunes vivent, en fait, avec l'idée de l'environnement ou du réchauffement climatique qui affecte la planète actuellement? Mais je pense que globalement, les jeunes s'informent plus, sont plus sensibilisés sur le climat et vont chercher des nouvelles climatiques et souvent, c'est des mauvaises nouvelles. Donc ça, je dirais que ça abaisse beaucoup le moral. Des fois, ça peut faire un sentiment de culpabilité sur tous les petits gestes qu'on fait qui n'aident pas le climat. Donc ça nous rend coupables, mais en même temps, on ne peut pas être parfait dans la vie. Certainement. Donc il faut comme revenir à l'essentiel et se dire, je fais ce que je peux. On est dans un monde qui consomme beaucoup de surconsommation et qui vit plus que les ressources de la planète. Donc oui, l'éco-anxiété, je pense que ça peut toucher vraiment beaucoup les jeunes, surtout qui pensent qu'en ce moment, ils peuvent pas trop agir parce que c'est pas eux les leaders, pas eux les gouvernements. Ils se disent que sûrement, j'entends beaucoup ça, que les adultes, ils n'en font pas assez pour le climat, alors pourquoi nous, on pourrait faire quelque chose? Mais c'est tout le contraire, il faut les pousser. Il faut pousser les gouvernements, qui sont en ce moment les adultes, à agir pour que le monde de demain, on arrive et là qu'il y ait déjà un mouvement qui soit enclenché parce que c'est maintenant qu'il faut agir, c'est pas dans quelques années, c'est pas quand on sera au pouvoir. Donc oui, les jeunes, ils peuvent faire quelque chose, ils peuvent pousser les gouvernements à agir et je pense que s'engager dans un projet à son école, dans son quartier ou à envergure nationale, peu importe l'action qu'on pose, ça peut nous aider à vaincre notre anxiété, à dire qu'on fait quelque chose pour aider le climat et justement à éviter cette culpabilité-là. De faire des petits gestes qui n'aident pas nécessairement le climat, mais en posant des actions, on vainc un peu, je pense, notre éco-anxiété. Très intéressant. Et justement, tu dis que les adultes doivent se responsabiliser par rapport à l'environnement et poser plus de gestes, étant justement en position de pouvoir et en pouvoir décisionnel. Qu'est-ce que tu penses qu'ils devraient faire, selon toi? Qu'est-ce que les jeunes aimeraient que les adultes fassent? Je pense que les adultes, ils ont les idées, ils savent quoi faire. C'est juste qu'ils le font pas. Parce qu'ils savent quoi faire pour aider le climat. C'est les scientifiques qui en parlent. Il y a des regroupements mondiaux qui disent exactement les actions à poser pour qu'on réussisse à inverser la tendance. Il faudrait juste prendre action et se dire que oui, l'économie, c'est très important et que c'est le vote des gens, mais que avant l'économie, avant tous les aspects de notre vie, il faut qu'on garde notre planète viable pour les générations futures. Que l'économie, ça sert à rien si il n'y aura plus d'oxygène dans quelques milliers d'années, que nos générations futures, ils n'existeront pas. Donc, à quoi ça sert de vivre maintenant dans un monde effréné si dans quelques années, ça marche plus? Donc, oui, que maintenant, il faut s'occuper de nos problèmes de maintenant, mais qu'il y a un immense problème qui arrive. Donc, de prendre action maintenant et pas d'attendre, pas de dire que les jeunes prendront le pouvoir bientôt. Non, c'est maintenant. C'est parfait, ça. Merci beaucoup, Alexis. Très pertinent comme chronique. Puis on se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup. Et voilà, c'est ce qui conclut cet épisode de l'Hebdo. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Rendez-vous le 23 juillet prochain, 19h, pour encore plus d'actualités estivales des Basses-Laurentides. À la semaine prochaine.